Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, La Pause d'Art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. À suivre donc La Pause d'Art. Très tôt, dans ton projet, tu as voulu que ce soit un projet autogéré, indépendant. Ah oui, mais alors indépendant à demi, parce qu'on bénéficie toujours des fameuses subventions, parce que ça c'est le modèle français de promotion de la culture. Et même si à l'époque, tu as raison, j'avais aussi bluffé beaucoup de personnes parce que j'avais obtenu pour la venue de 2 artistes haïtiens une bourse sur l'international. Et tiens-toi bien... C'est-à-dire une bourse qui ne dépendait pas des institutions françaises, voilà. Tu veux dire. Okay. Exactement. Non seulement ça, mais tiens-toi bien. Alors, j'ai oublié de dire que moi, quand je reviens en 2008, j'ai mon ordinateur portable. À l'époque, la Guadeloupe n'a pas la connexion Internet partout. Il faut acheter ton petit truc, ta boîte, ta box. Ceux qui l'ont, c'est certains foyers. Ils viennent à moi, ma voisine venait à moi, je vous paye un petit truc et vous me donnez votre code Internet. Et donc, je pose le premier site Internet bilingue de résidence d'artistes pour la Guadeloupe. Donc, on est repéré de beaucoup de personnes qui viennent, qui nous écrivent, on veut venir, etc. Et j'arrive avec mon ordinateur un petit peu partout, j'arrive à poser des nouvelles façons de travailler, dont celle d'aller chercher de l'argent à l'extérieur. Et quand j'ai trouvé en 24 heures, top chrono, 10 000 € pour me permettre d'inviter 2 artistes haïtiens, qu'il a fallu, tiens-toi bien, quand ils m'ont dit oui, vous êtes lauréat et tout ça, il a fallu que j'aille au bureau à dire au trésorier, on n'a pas encore ouvert les comptes en banque. Donc on en était là. Là on est en 2010. On avait les statuts, tout était bien paramétré, mais il y avait l'histoire de compte en banque qu'on n'avait pas encore ouvert, parce qu'on n'avait pas encore fait de demande de ceci, de cela. Oui. C'était dans les projets, mais c'était pas encore là. Donc j'ai dit, attendez, il nous faut ouvrir le compte en banque. Donc on était tout contents de voir qu'on arrivait à faire des choses sans passer nécessairement par la route des subventions. Et mais là, quels ont été vraiment les projets qui... parce que là, ça fait plus de 10 ans que... 15 ans. Wow, 15 ans. On fête nos 15 ans cette année. Voilà, que l'espace existe. Quels sont les projets dont tu es le plus fier? En 15 ans, donc il y a eu 3 orientations, les résidences d'artistes, les conférences, les expositions. Mais là, très clairement, ce qui aujourd'hui fait que j'ai presque vraiment l'admiration de tous les artistes, qui soient pour ou pas le projet de résidence, hein, c'est pas ça. C'est quand j'ai initié, en période post-Covid, des résidences d'artistes à bord d'un vieux gréement, donc les navigations en mer, depuis le musée du Memorial Act, jusque dans la Caraïbe du Sud, près de Grenade, à l'île de Cariacou ou à Bécoué. Et là, pour moi, j'en suis très fière. Pourquoi? Parce que c'était une façon déjà personnelle de me dire cette période de Covid a été quelque chose sur lequel on est beaucoup passé, on n'en a pas fait le bilan, mais quelque chose de très important. Donc on va comprendre, me semble-t-il, dans les années à venir, à quel point ça a été une période charnière dans l'histoire, j'ai envie de dire, de l'humanité. Charnière, au moins à ce niveau-là, il y en a d'autres, hein, que tout d'un coup, tous les États du monde se sont dit « oui, il y a la possibilité de dompter la population. On vous demande de vous confiner, vous obéissez, vous confinez. On vous demande de vous vacciner, vous devez obéir. C'est pas obligatoire, mais finalement, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas faire A, B, C, D, qui sont nécessaires à ta vie, à mettre ton enfant à l'école, etc. Donc finalement, c'est une obligation sans le nom. Et ça, je crois que c'est tellement une première. Bon, d'autres diraient, il y a eu les guerres mondiales qui ont fait qu'aussi il y avait des couvre-feux, etc. Mais je crois que dans l'histoire moderne du XXIe siècle, en tout cas, c'est là, me semble-t-il, qu'on va découvrir par la suite que là aussi, ça a été un laboratoire d'expérimentation de beaucoup de choses, en termes uniquement politiques.
uniquement politique. Hein. Je ne parle pas des trucs de complot, de pharmacie, de ceci, uniquement politique. Et ça, pour moi, il était important de contre-réagir. Et le terme anglo-saxon à cette contre-réaction, c'est que beaucoup de gens ont fait ce qu'ils appellent « revenge trip ». Revenge trip, c'est « vous m'avez enfermé, vous m'avez obligé de m'enfermer, moi, je vais voyager ». Alors là, sauf qu'à l'inverse de tous ceux qui voyagent et qui ont voyagé, moi, j'avais un problème réel, c'est que j'avais, comme beaucoup de Guadeloupéens, refusé d'être vacciné. Et ce que je n'avais pas mesuré, c'est que quand bien même je ne voulais pas voyager en avion, que j'avais déjà décidé de voyager en bateau, je n'avais pas mesuré que le contrôle était tel que j'ai appris sur les fameuses plateformes qui mettaient en relation les capitaines de bateaux et les gens qui veulent embarquer sur des bateaux, qu'en fait, si les capitaines embarquaient quelqu'un qui n'était pas vacciné, c'était le capitaine qui était pris au moment des contrôles et tout ça. Donc, je commence à passer mes annonces en disant bien, bon, ben, je ne suis pas vacciné, je veux bien trouver quelqu'un qui ne veut pas. Puis là, je vois tous les retours des gens là sur Facebook. Vous pensez quoi, que vous allez trouver quelqu'un? Jusqu'au jour où quelqu'un bienveillant m'écrit en message privé, écoutez, il faut que je vous dise, enfin, vous ne semblez pas savoir, mais en fait, moi, je ne peux pas vous prendre parce que je suis capitaine. S'il y a un problème, c'est moi qui prends. Et j'ai trouvé non seulement un capitaine qui m'a accepté non vacciné. Pourquoi? Parce que lui-même était non vacciné et qu'il était américain et qu'il avait décidé selon son propre terme, hein, c'est lui qui disait ça, je considère que ce vaccin est un viol à ma personne. Et il vivait sur son vieux gréement avec un sublimissime projet d'être venu du Danemark, à descendre sur les côtes de l'Afrique, traverser l'Atlantique et remonter là sur la Caraïbe. Moi, j'ai dit, j'embarque avec vous. Et de là est parti ce projet. Et quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'inouï qui se passait au niveau vécu, là, vraiment l'expérience même de la mer, de passer d'une île à l'autre, de naviguer de nuit, de réaliser enfin ce qu'est le bassin caribéen, parce que notre rapport à l'extérieur est malheureusement uniquement fait avec des œillères, la piste d'atterrissage de Orly, etc., etc. C'est Paris, Pointe-à-Pitre. C'est jamais, il y en a qui faisaient, j'ai connu des vieilles tantes qui à l'époque allaient prendre leur or, je ne sais plus où c'était, si c'était Guyane, ou elles faisaient leur petit voyage et tout, mais ça s'est complètement réduit. L'aéroport ne fait que des allers-retours à 2-3 destinations et c'est tout. On isole complètement. Et ça c'était pour moi important de le vivre pour moi-même, mon corps. C'est-à-dire de me dire, tu as encore ton libre arbitre et que ça, on ne te le prendra jamais. Donc, cette rencontre avec ce capitaine américain a été magnifique parce qu'on était sur la même longueur d'onde au niveau des idées. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu son grand bateau de 23 mètres, mais est-ce que tu accepterais que je fasse monter des artistes et on fait un projet? Et voilà, c'est parti de là. 2 artistes de Carriacou sont venus en Guadeloupe. Ils ont performé au Memorial Act. Ils ont rencontré, c'était des artistes de musique, de beat drum. Ils ont rencontré toute la scène du Gros-Cas via mon intermédiaire, hein, directeur du festival de Gros-Cas, les époux Toll, Yves Toll, etc. Comment on fabrique un tambour, comment on performe. Enfin bon, ils ont vu même les clubs de carnaval, les associations de carnaval. Ça a été magnifique à ce niveau-là de mettre en exergue quelque chose qui apparemment n'aurait jamais pu se faire parce qu'une croisière ça coûte. Des artistes de Carriacou n'avaient pas le budget pour sortir. Nous, on les invite, tout frais payé, absolument tout frais payé. Ils sont même payés pour leur résidence. Ils ont leur matériel et tout. Et finalement, ils me disent, mais tu nous offres quelque chose, vraiment, on n'aurait jamais pensé que tu disais vrai quand tu es venu à nous pour nous dire, seriez-vous d'accord pour... On pensait que tu bluffais, parce que tout le monde vient à nous comme ça en bluffant. Ouais. Et là, c'est véritablement vrai, on est bien en Guadeloupe, on est bien en train de rencontrer tous ces gens.
Et c'est magnifique. Et on a fait en sorte, du coup, il y a une artiste de Canada qui a entendu parler du projet, qui est venue sur le bateau nous voir une fois. Elle est venue. Un artiste de Haïti a été sélectionné, une artiste de Guadeloupe. Bref, on s'est retrouvés à mettre en place un projet qui aujourd'hui fait rêver. Parce que, il faut bien se le dire, au bout de 15 ans, j'étais là, à mon avis, l'Artocap était le premier espace de résidence d'artistes autogérés. Aujourd'hui, en Guadeloupe, tout le monde veut faire comme Joël Ferny. J'ai une maison, je fais une chambre pour les résidents. Je dis que je fais des résidences là. Il y avait un lieu qui s'appelle la Ramée, qui est une résidence institutionnelle, qui n'a jamais vraiment fonctionné de manière assidue. C'est un coup là, un coup là, un coup là. 3 ans plus tard, ou je ne sais quoi. Donc moi, à l'inverse, on avait une programmation très soutenue, on tournait. Donc très clairement, je me souviens que des membres m'ont dit « mais tu fais le travail du DAC ». La pause d'art. Mais comment on fait quand on a aussi peu de moyens? Alors, j'ai beaucoup injecté. À l'époque, je travaillais, donc j'avais les moyens pour repayer le prêt immobilier. Et très vite, dans l'audit qui a été fait, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas mélanger les bourses, qu'il ne fallait pas ceci, qu'il fallait trouver le propre modèle économique pour l'association. Mais ça, c'est le b.a.-ba de toute personne qui monte une structure. Tu es tellement attaché au projet que tu es prêt à sacrifier beaucoup de choses. Et ça a été le cas. Donc ça, je ne le regrette pas aujourd'hui. Sauf que 15 ans plus tard, j'en fais le bilan. Et là où quand même, j'avais quand même un objectif, notamment celui de créer des emplois, dont le mien, il se trouve que dans ce système-là français, impossible de le faire. C'est impossible. Ça, maintenant, j'en suis persuadée que le système, à l'inverse du système anglo-saxon, n'est pas fait pour permettre à l'économie associative de vivre de manière autonome. C'est toujours sous contrôle de fonds, de ceci, de cela. Ce qui fait quoi? Qu'en fait, pour faire très vite, la France décrète qu'il y a une double économie, l'économie associative, etc., qui est extrêmement riche en Guadeloupe. Il y a énormément d'associations. Quelqu'un m'a dit qu'il y en aurait 8000, dont 2000 qui fonctionnent de manière... 2000 pour un territoire... Mais oui, 8000 associations pour un territoire de 350 000 habitants. C'est énorme. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu as vu dans le film, comment on s'organise, comme les moyens manquent au niveau institutionnel, au niveau infrastructure, tout le monde s'organise dans les petites sociétés les voisins, les sportifs, les machins, tout le monde s'organise. Et c'est ça ce tissu-là associatif, c'est la force même on peut dire ça économique. Parce que nous, l'Artocap, quand il faut imprimer ça, on paye l'imprimeur. Quand il faut donner à manger aux artistes, on paye le traiteur. Et c'est 3 mois de résidence. Donc, à chaque fois, c'est ce qu'on dit. Nous, quand on prend des subventions, c'est tout de suite pour distribuer sur le tissu économique. Il y a une vraie économie qui se crée autour de ça. Mais dis-moi, Joël, toi qui es là quand même depuis un certain moment et qui, qui a aussi une position d'observatrice du monde de l'art en Guadeloupe, quelles sont les évolutions, qu'est-ce qui s'est passé depuis ton arrivée ici, ou bien comment ça évolue le monde de l'art en Guadeloupe aujourd'hui? C'est tout simplement l'arrivée de l'art contemporain, c'est-à-dire que ça, j'ai écrit dessus. L'art contemporain, c'est quelque chose que tu peux littéralement temporaliser, il y a une histoire de l'adoption de l'art contemporain ces 15 dernières années en Guadeloupe. Là où, comme je te disais, pendant longtemps, on était dans des définitions identitaires, tous les noms d'associations faisaient référence soit à la Caraïbe, soit au French West Indies, soit au Guadeloupe en nous, je ne sais quoi, Guada. Il y avait tout le temps quelque chose avec l'identité, en relation avec l'identité. L'art contemporain, à force de matraquage de l'Artocap ou de la galerie TNT, est rentré véritablement dans la tête des artistes, déjà, parce que c'est forcément les acteurs qui en sont porteurs, parce qu'ils ont appris, on a fait beaucoup de conférences pour présenter
justement le propos de l'importance d'adopter l'art contemporain. Et à partir de là, il se trouve qu'une grande figure populaire, artiste populaire de Guadeloupe, a lancé son atelier, a dit atelier Joël Nankin, art contemporain, et là, boum, c'est parti. À partir de là, c'est-à-dire que ça, on a tous les marqueurs temporels, etc. Avant, on avait par exemple une proposition d'un autre artiste, Jean-Marc Hunt, Art Bemao. Les premiers catalogues d'Art Bemao, tu as art moderne et art contemporain. Donc il est dans cet entre-deux qui te permet de dire que lui-même, en tant qu'artiste, il ne savait pas trop ce que c'était, s'il fallait adopter ou pas. Deuxième catalogue de ce même artiste sur cette même plateforme, art contemporain. Donc il a éjecté art moderne et il était... Donc chaque artiste a adopté ça, ce terme, à sa manière, à son temps, de manière un peu parfois, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'humour en catimini, parce que ce sont parfois ces mêmes artistes qui, quand ils venaient à moi en 2008-2009, me disaient « mais qu'est-ce que tu fais avec cette terminologie de l'extérieur? Nous, il faut faire un truc chez nous c'est Guada, machin, Guadeloupe, etc. » Y compris pour le nom, par exemple. L'Artocarpe, c'est le nom scientifique de l'arbre à pain. Artocarpus en latin. Donc le fameux arbre que tu vois juste en dehors de la maison. Cet arbre a une histoire. Il a été importé de Tahiti pour nourrir les esclaves. Parce que le gros fruit à pain que tu as, tu le mets à bouillir. Je ne sais pas si vous avez ça en Afrique. C'est comme de la pomme de terre. Tu peux le manger cru quand il est très, très mûr. Et tu peux vraiment, c'est surtout que c'est très nutritif. Donc les esclaves, les maîtres n'avaient pas envie de s'en kikiner avec quoi que ce soit. Ils leur donnaient ça. Comme ça coûtait pas cher, ça poussait tout seul, ça poussait très vite. Et ça pousse, tu as des fruits quasiment toute l'année. Donc, l'Artocarpe a nourri nos ancêtres. Et moi, je dis que l'Artocarpe aujourd'hui, du moins l'arbre à pain a nourri nos ancêtres, mais l'Artocarpe, c'est l'arbre à pain revisité qui nourrit les esprits. Comment ici on fait pour que l'art existe alors que pratiquement tous les espaces dédiés à la monstration sont clos, je dirais? Comment vous vous organisez? Oui, en Guadeloupe. Alors, moi, je n'aime pas trop rentrer dans ce genre de débat. Je crois que les artistes ont parfois des positionnements, en tout cas, moi, qui me questionnent. Parce que, certes, le gros lieu qui est le centre d'art est une vraie gabegie. C'est quelque chose que politiquement, aujourd'hui, est un enjeu majeur. Mais je ne suis pas pour cette idée de dire qu'on n'a pas de lieu. Parce que l'Artocarpe, par exemple, l'aventure et le pari, ça a été de démontrer que les lieux sont les lieux que nous construisons nous-mêmes, artistes, sans attendre que l'institution le fasse à notre place. Le vrai pari, c'est quand tu le construis, bon là, l'espace n'a pas servi, comment tu présentes ton œuvre? C'est ça le véritable enjeu. Est-ce que tu décrètes que tu vas faire effectivement en sorte que ton exposition sera présentée, même si ce sont les moyens du bord, mais de manière assez professionnelle pour faire prendre conscience que là, on rentre dans un espace d'expérience artistique et de réception esthétique, ou est-ce que tu vas continuer à décréter, comme je voyais au moment où je suis revenue au pays, que moi j'ai une œuvre et je la pose sur une chaise et voilà mon exposition. Je voyais des expositions. Voilà, on présentait des tableaux à terre ou sur les chaises. Je ne dis pas que c'est pas... Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Et ce qu'a apporté l'Artocarpe, ça a été tout de suite, et ça, je remets dans le contexte, c'était pré-Memorial Act. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement, le niveau de l'entendement d'une belle exposition, tu vas au Memorial Act, l'exposition permanente, il n'y a rien à dire, pas un cheveu qui dépasse. On sait ce que c'est qu'une belle exposition bien scénographiée. Par contre, l'Artocarpe a apporté, avant la naissance du Memorial Act, cette rigueur que beaucoup d'artistes ont découvert avec nous et aujourd'hui restituent. Donc il y a des artistes maintenant qui font un festival, qui ont eux-mêmes leur espace de résidence en Martinique, qui font en sorte que effectivement une proposition soit
correctement scénographié et surtout présenté avec le maximum de rigueur possible pour permettre à l'œuvre d'être bien réceptionnée correctement. Et c'est ça le plus important. Donc que ce soit une fois de plus dans un lieu qui est ton atelier de jour et qui pendant 3 mois tu vides tout, tu mets dans un hangar, tu peins tout bien proprement pour faire, c'est à toi de le faire. Là tu n'as pas besoin des institutions pour faire ça. Tu te mets à plusieurs, on a démontré que c'était possible. ArtoCap, c'est ça l'idée. C'est un lieu modulable qui est un coup une salle de réunion, un coup c'est une salle de formation, un coup c'est un atelier, un coup c'est... Mais tu vois bien, dès qu'il faut repeindre, il faut repeindre. Mais ça sert de tout ça. Et c'est pourtant petit, tu vois. Donc on s'est accommodé de ça. Donc moi, j'aime pas trop tous ces artistes qui disent « Ah, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de lieu, on n'a pas de lieu ». J'ai envie de leur dire arrêtons de faire ce que beaucoup disent sur les autres îles de la Caraïbe. Arrêtons de faire nos petits-enfants gâtés. Parce qu'à Cuba, à l'époque, maintenant ça a changé, ils n'avaient pas d'Internet, ils n'avaient pas de subventions, ils n'avaient pas de... Et pourtant, ils faisaient du très bon travail. La pause d'art. Donc, arrêtons de toujours dire que la cause, c'est de ne pas avoir ci, de ne pas avoir ça. Moi, je pense que quand on est véritablement artiste, les moyens, on les trouve, on se les crée soi-même, on appelle tonton, tantine, tata, machin. Moi, le film, j'avais 0 budget. J'ai fait une levée de fonds en ligne avant d'avoir le label de art contemporain qui m'apporte des sous, le ceci, le cela. J'avais 0 budget. C'est seulement maintenant que l'argent va arriver. Le film est fini. Donc, il a bien fallu matériellement le faire. Et c'est pour ça qu'il y a des petites erreurs au niveau du son et tout, parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter un deuxième micro. Donc, il n'y avait qu'un seul micro sur le t-shirt de l'entraîneur, mais pas sur le t-shirt de la gamine. Mais je te promets, on ne dirait pas. Parce qu'on a travaillé tout ça. C'est tout ça. On a travaillé avec quelqu'un en post-production qui réellement lui-même aussi a donné de son temps, de son expertise. Il a accepté de ne pas être payé tout de suite, en différé, parce qu'on levait les fonds pendant ce temps-là. Donc on n'a pas arrêté. Ça a été une continuité d'obstacles, ce film. D'abord l'accident de la jeune athlète. Et pourtant, je maintiens aujourd'hui que c'est ma plus belle œuvre. Donc c'est bien là encore une histoire que quand on se tient à ce qu'on veut faire, montrer son travail, les histoires de « il n'y a pas ci, il n'y a pas ça », je ne veux pas en entendre parler. Moi, je suis la preuve vivante que j'arrive à faire sans moyens. Quand je dis sans moyens au jour d'aujourd'hui, je te dis j'ai repayé mon prêt immobilier de 15 ans parce que je travaillais. Mais depuis le Covid, je ne travaille plus. Hein. Depuis le Covid, je n'ai plus de travail. Est-ce que je suis là à pleurnicher pour autant? Donc, moi, je ne veux pas entendre parler de ces histoires-là. C'est vraiment, je trouve ça même dénigrant, une fois de plus, pour nos compatriotes qui sont en Haïti, ailleurs, et qui ont 10 fois moins que nous. Les gens, quand ils viennent ici, ils me disent « Mais oh là là, les artistes de Guadeloupe, ils ont des... » Non, je me suis donné les moyens. Mais c'est pas, ça cache un petit peu la réalité. Ouais. Mais ça existe, voilà, ça existe et ça fait le boulot. Merci beaucoup, Joëlle, pour ce moment. Ben, c'est moi qui te remercie, Yvon. Vraiment, c'était très, très plaisant de faire cette interview. Je te souhaite beaucoup de réussite ici. Je souhaite à l'ArtoCap beaucoup de réussite et je croise les doigts pour un jour investir les lieux et travailler. Mais surtout créer, voilà, nous, ce qu'on aime beaucoup, ce sont les résidences croisées. Donc, ta venue ici en Guadeloupe, ça me semblait plus que capital qu'il y ait justement cette circulation parmi toutes les plateformes qui existent. Hein. J'espère que tu les as visitées, les autres, parce que pour nous, c'est une richesse et il nous faut créer ces ponts, tous ensemble. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art.
La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.